Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur les stratégies à explorer pour intégrer l'intelligence artificielle dans son milieu. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Amélie Bélanger. Amélie a enseigné le français au secondaire avant de devenir conseillère pédagogique au récit de l'enseignement privé. Elle est passionnée par la pédagogie active, l'apprentissage dans des situations authentiques et l'intégration habile du numérique. Lors du colloque des leaders pédagogiques de la FEEP à l'automne 2023, Amélie et son collègue Philippe Demers avaient préparé, pour les quelques 200 personnes participantes, une présentation à propos de l'intelligence artificielle en éducation, basée sur leurs découvertes issues de leur récente participation au colloque ISTE chez nos voisins américains. Après leur présentation, j'ai proposé à Amélie de reprendre les principales stratégies d'intégration présentées afin de les développer dans un article. Et suite à cet exercice d'écriture collaborative fort intéressant, j'ai invité Amélie à s'installer au micro avec moi pour qu'on en discute ensemble, notamment pour réfléchir à voix haute sur les interrelations entre ces différentes stratégies. Amélie Bélanger, merci de t'attabler avec moi. Ça fait plaisir. Ouais. Merci de l'invitation. Ben, garde, ça faisait un bout de temps que ça me trottait dans la tête qu'on puisse discuter ensemble d'intelligence artificielle. Puis, tu sais, cette réflexion-là, pour moi, je l'ai en tête depuis un bout de temps parce que quand je suis arrivé un moment donné à Montréal au bureau, vous étiez en train de travailler, toi et ton collègue Philippe, autour dans le fond, d'une préparation d'atelier que vous alliez donner au colloque des leaders à la Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'automne 2023. Et puis, évidemment, le sujet de l'IA, je le voyais, là, vous étiez en train de travailler en partage d'écran là, sur la télé. Puis, tu voyais et t'espionnais ce qu'on était en train de faire. Oui, puis là, j'ai vu IA, puis j'ai trouvé ça hyper comme interpellant. Fait que je suis allé vous voir, puis là, vous m'avez expliqué un peu comme l'intention, puis c'était vraiment intéressant. Fait que peux-tu me rappeler un peu la genèse de l'idée que vous aviez eue de bâtir, dans le fond, une présentation là-dessus? Oui, puis je pense que c'est intéressant parce qu'on est passé par plusieurs réflexions. En fait, on savait à la base, initialement, qu'on voulait aborder le sujet de l'intelligence artificielle à l'école au colloque des leaders qui avait lieu à la fin du mois de septembre. On sait que c'est un sujet qui concerne plusieurs d'entre nous. Il y en a qui commencent à l'utiliser, il y en a qui sont encore en train de réfléchir à est-ce que je vais devoir l'utiliser. On est à des niveaux tous complètement différents, en fait, par rapport à cette réflexion-là. Puis, tu sais, on voulait dès le départ, ne pas se positionner en expert de l'intelligence artificielle, ce n'est pas ce qu'on est. Puis donc, on se demandait qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens comme réflexion ou comme outil. En fait, on ne savait pas trop par quel bout prendre tout ça, Philippe et moi. Au départ, la première itération du bloc sur l'intelligence artificielle qu'on allait donner, on est allé là, dans un format plus général, peut-être plus convenu aussi. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle, les bases, d'où ça vient, comment c'est possible de l'utiliser dans notre classe, quels sont les outils qui existent. Puis après ça, on se disait, tout ça, c'est déjà accessible sans nous. Les gens n'ont pas besoin de nous pour savoir l'historique de l'intelligence artificielle, puis c'est quoi ses possibilités pédagogiques. Ça aide d'avoir des ateliers main sur les touches, mais on se disait, les gens sont tellement à des niveaux d'appropriation différents. Comment est-ce qu'on peut apporter une réflexion pertinente pour tout le monde? Ouais. Fait qu'on a décidé de prendre ça dans un autre angle complètement, finalement, puis je m'amuse à dire qu'on a monté au balcon. Ouais. Prendre un peu de distance, un regard plus distant face à l'intégration de l'intelligence artificielle à l'école, puis de se dire comment nous, comme profs, comme leaders pédagogiques, comme direction d'école, comme conseiller pédagogique, peu importe le rôle, je peux me préparer à enseigner avec et à propos de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on a décidé de proposer, on a vraiment été... c'est un plan de match stratégique pour se préparer à enseigner avec et à propos de l'IA. Et cette idée-là, je dois le mentionner, on l'a entièrement volée, là. Les stratégies ont été adaptées pour le secondaire, mais initialement,
Philippe et moi, on a eu la chance d'aller au congrès de ISTE, Ouais. donc International Society of Technology and Education. Ouais, qui était à Philadelphie, hein? C'est à l'édition 2023. Exactement, en juin 2023 à Philadelphie. Et on a eu la chance d'assister à un panel d'intervenants, surtout d'origine du monde de l'université. Et ces présentateurs, présentatrices-là ont choisi cet angle-là, donc des stratégies pour se préparer. Puis on s'est dit, bien, ça peut être un angle qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aborder ou qu'on n'a pas encore abordé avec notre équipe. Puis on a décidé aussi d'y aller dans le nous. Donc, comment en tant qu'équipe, comment en tant qu'école, en tant qu'établissement, on peut se préparer ensemble pour assurer qu'on avance à un rythme similaire, finalement. Oui, bien c'est ça. Puis je pense que c'est probablement ce mot-là là, de stratégie là, qui apparaissait souvent dans votre document de travail qui m'a particulièrement interpellé aussi. Puis tu as raison de dire qu'il y a un angle, je ne voudrais pas dire nouveau nécessairement, mais un angle qui a été moins traité. Hein. Il y a eu beaucoup de partage de, comme tu disais tantôt, de mains sur les touches. Puis on pense dans les derniers mois, là, quasiment dans la dernière année, depuis le lancement de ChatGPT, puis le groupe Facebook ChatGPT IA en éducation, là, qui est né dès novembre, décembre 2022. Énormément de partage de comme on a testé, on a regardé les possibilités, on a regardé les limites aussi, évidemment. Fait qu'on était beaucoup dans le... On rentre dedans, mais comme tu dis, d'avoir cette posture au balcon, de regarder un peu, OK, oui, il y a certaines personnes qui sont plus de nature exploratrice qui sont allées tout de suite là, par curiosité dedans. Mais bon, si on voit que ça se déploie partout et qu'il faut l'intégrer dans nos milieux, quelles seraient les bonnes stratégies à mettre en place pour que ça se passe pour le mieux, dans le fond, pour tout le monde? Parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas du monde qui sont à tous les mêmes niveaux, on pourrait même dire de curiosité, de compréhension. Oui, d'entrevoir les possibilités ou même ce que j'aime bien nommer comme du détournement pédagogique de quelque chose qui n'est pas nécessairement pédagogique dans les faits, mais de dire comme, y aurait-il une utilité, dans le fond, réelle pour de l'apprentissage, pour du développement de compétences. Puis, si j'ai bien compris, dans le fond, votre travail, c'est qu'à un moment donné, à vous inspirer, je pense que c'est peut-être plus le bon mot que voler, là, mais de transposer cette réalité-là qui vous a été présentée à ISTE dans le contexte de vos accompagnements, vous autres comme conseillers pédagogiques sur le terrain. Vous en êtes arrivé à nommer 5 stratégies qui regroupent, dans le fond, des actions concrètes qu'on peut mettre en place dans nos milieux. Exactement. Puis, on a décidé d'y aller... un peu, ces stratégies-là, finalement, peuvent être perçues comme un plan de match à élaborer à son école, avec ses collègues, à son propre rythme et avec les moyens et ressources auxquels on a accès, finalement. La première, c'est évidemment la base, là, c'est de développer une compréhension commune de l'intelligence artificielle. Puis on a fait le test au colloque des leaders avec les gens qui étaient assis là. Donc, on avait mis quelques énoncés par rapport à différents concepts de l'intelligence artificielle, des concepts les plus simples à peut-être des niveaux plus complexes. Donc, tu sais, par exemple, dire, OK, levez la main, tous ceux qui connaissent ce que signifient les lettres I et A dans IA. Bon, évidemment, OK, ça va, tout le monde reste debout. Mais à la fin, c'était, moi, j'ai déjà entraîné une IA, je peux expliquer ce qu'est le deep learning. Donc, en augmentant le niveau de complexité, on voyait que là, les mains levées, c'était très variable d'une personne à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Fait que tout ça pour montrer que finalement, étant donné qu'on est tous à des niveaux d'appropriation, de compréhension différents, notre première stratégie, ça serait justement de miser là-dessus. Nous, en tant qu'école, jusqu'où on aimerait que tout le monde lève encore la main? Jusqu'où on voudrait que tout le monde ait encore une compréhension commune? Donc, pour ce faire, on doit s'en développer une ensemble. Et donc, puis comme tu disais tantôt, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie-là, pour aller chercher l'information nécessaire, c'est que l'information, elle existe déjà, elle n'a pas besoin de la produire. Exactement. Donc, comment vous allez fonctionner pour vous doter d'une compréhension commune de ce qu'est l'intelligence artificielle à votre école? Est-ce que vous avez des défricheurs, défricheuses, qui ont déjà testé plusieurs outils ou qui s'y connaissent plus dans l'historique ou les bases de l'intelligence artificielle qui pourraient l'expliquer à leurs collègues? Est-ce qu'on veut faire venir un conférencier, une conférencière pour
détenir de nouvelles bases sur le sujet. Tu sais, peu importe le moyen, ben c'est se questionner. Donc, pour déployer la stratégie de développer une compréhension commune, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Quelle approche on va décider de préconiser, finalement? Puis ça, c'est vraiment adapté aux réalités du milieu, à la quantité de personnes, la nature de leurs tâches, évidemment, là, dans l'équipe et tout ça. Donc, il y a une occasion là pour un ou une leader pédagogique de réfléchir à cette stratégie-là, puis de justement pas tomber dans le piège de juste comme produire tous les contenus, mais plutôt de penser à comment on va déployer ces contenus qui existent dans le fond un petit peu partout, puis comment on peut peut-être compter sur comme ces explorateurs, ces défricheurs, ceux qui sont un petit peu plus avancés pour passer dans le fond ces connaissances-là à leurs collègues. Ben oui, c'est ça. Donc, utiliser l'intelligence qui existe déjà dans notre milieu, les connaissances qui sont déjà là pour les transmettre aux autres. Par contre, il y a peut-être un petit piège dans le déploiement de cette stratégie-là, au sens où c'est difficile de se dire, bon, ben vendredi prochain, lors d'une journée pédagogique, tous les membres du personnel vont être là. On va recevoir une conférence sur les bases de l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. C'est réglé, check, on passe à la prochaine étape. Donc, oui, ça se fait, mais en même temps, il faut concevoir cette stratégie-là dans un processus très évolutif et itératif parce que les connaissances qu'on va avoir développées vendredi prochain à la pédago seront peut-être plus à jour la semaine d'après. Ouais. Ah oui, puis c'est ça, là, au moment où est-ce qu'on enregistre la discussion, je voyais comme des informations circuler sur le déploiement, par exemple, du grand outil Copilot dans l'univers Microsoft qui s'en vient à l'automne 2023, puis qu'on sait qu'il y a tellement de milieux qui sont intégrés dans la suite, dans le fond, de Microsoft et tout ça. On devine qu'il y aura là des bases communes qui vont être évolutives parce que, par exemple, des fonctions qui vont être développées dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années à venir aussi. Fait que c'est finalement de mettre en place une stratégie qui va durer dans le temps. Exactement. Donc, est-ce qu'on va l'inscrire à des moments précis dans le temps, dans notre calendrier de rencontre, peu importe. Donc, ça appartient vraiment, finalement, aux équipes de déterminer comment ils vont la déployer chez eux, cette stratégie-là. Fait que vraiment, là, la première, c'est de se doter d'une compréhension commune. Est-ce que, à notre école, tout le monde comprend la même chose par rapport à l'intelligence artificielle? Fait que les bases. Ce qui nous amène ensuite à plonger un peu plus avant, puis de se penser en termes d'intelligence artificielle pour l'éducation. Moi, pour ma job, pour mon travail au quotidien, que je sois prof, que je sois direction, que je sois CP, peu importe mon rôle, bien, ça va être de reconnaître son potentiel pédagogique, donc son potentiel pour l'emploi que j'occupe. T'sais, moi, en quoi ça peut m'aider? Donc, en quoi ça peut être finalement un allié ou un potentiel allié du moins. Autant du point de vue de l'apprentissage, donc du point de vue de nos élèves ou de nos étudiants, que du point de vue de l'enseignement. Oui. Finalement. Donc, du point de vue de l'apprentissage, on pourrait dire, on sait qu'il y a plein d'outils qui ne sont pas encore déployés ou accessibles au Québec ou en français, mais ça se trame, puis ça va se développer certainement dans les prochains mois ou années. Donc, du point de vue de l'apprentissage, là, ça peut être un allié, surtout au niveau de la différenciation. Donc, pour les élèves là, qui vont avoir accès à des tuteurs virtuels, par exemple, qui vont se souvenir des questions qu'ils leur ont posées, le tuteur virtuel va devenir au courant des forces et des défis de l'élève, va pouvoir lui proposer des parcours vraiment adaptés à justement ses forces et ses défis. Ça, clairement, c'est vraiment un super bon potentiel en tant qu'allié pour l'apprentissage des élèves. Qu'on pense aussi à toutes les plateformes d'apprentissage adaptatif, les évaluations adaptées au niveau des élèves aussi, apprendre une langue de façon personnalisée. Puis, ça aussi peut-être plus accessible, qui est déjà sur plusieurs plateformes, les assistants de lecture ou de prise de parole. Donc, pour un élève qui est en train d'apprendre la lecture, bien, en partant son assistant, il pourrait recevoir de la rétroaction au fur et à mesure de sa lecture ou de sa prise de parole, par exemple. Et Aesti avait également présenté un outil super intéressant qui était finalement
j'allais dire powered by, en anglais, il l'avait présenté propulsé en anglais, propulsé par c'est l'intelligence artificielle, merci. C'était pour faire des simulations de scénarios réels dans des environnements propulsés par l'intelligence artificielle destinés aux futurs enseignants et enseignantes. Donc, le scénario dans lequel il les plongeait, c'était pour développer la gestion de classe. Donc, il était dans une classe et les élèves avaient des comportements complètement de bavardage, des conflits, peu importe. Et donc, les futurs étudiants, les futurs profs, en fait, les futurs enseignants et enseignantes devaient se pratiquer dans cet environnement fictif, finalement, mais super intéressant pour l'apprentissage de la gestion de classe, que souvent on fait beaucoup en théorie, mais là, on pourrait le pratiquer dans un environnement propulsé par l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment un plus ici quand même, là, au niveau de l'apprentissage. C'est aussi de se rappeler, dans le fond, que ce potentiel pédagogique-là, et comme tu l'as dit, c'est pour l'apprentissage, oui, des élèves, des étudiants, mais c'est aussi vraiment intéressant de voir les possibilités pour le développement professionnel également, autant sur un assistant à la tâche, parce qu'il y a des éléments qu'on a vus déjà là, qui peuvent nous aider à planifier, à monitorer, à consigner des traces, puis faire du croisement de données, tout ça. Il y en a qui sont allés loin là-dessus, puis qui nous aident, dans le fond, à poser un regard plus aiguisé sur l'apprentissage de nos élèves, mais aussi pour nous-mêmes apprendre, développer, pratiquer, vivre des expériences dans des environnements immersifs. Là. Fait que c'est sûr que quand je t'écoute, je vois comme, OK, ça nous amène potentiellement une autre discussion à un moment donné sur, OK, quand l'intelligence artificielle et environnement immersif se rencontrent, là, on peut créer des conditions d'apprentissage qui sont dures à installer dans le réel. Puis là, dans le virtuel, on pourrait le faire, toujours dans le but d'apprendre aussi. Et que toute cette stratégie-là, pour le leader pédagogique, il y a un design, hein? Il y a une ingénierie dans laquelle penser. Fait que c'est pas juste comme maîtriser les outils, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont nos intentions, dans le fond, en arrière de ça. Fait qu'il y a encore une grande posture de leadership pédagogique à adopter dans cette stratégie-là. Puis autant en termes d'intention, quelle sera l'intention d'apprentissage, puis en quoi l'IA va pouvoir augmenter la situation d'apprentissage, si je peux le dire comme ça. Puis pour nous aussi, bien, en tant qu'enseignants, enseignantes, bien là, il y a énormément de potentiel et de possibilités pédagogiques qui s'offrent à nous avec l'arrivée, l'émergence, puis la démocratisation de l'intelligence artificielle, notamment générative. Tout ce qui est, en fait, puis tout l'aspect de la rétroaction également, là, ça va être complètement augmenté. Et nous, quand on est prof, on a des élèves, des étudiants dans notre classe, il y a une certaine limite à la rétroaction immédiate qu'on peut fournir. Loi de la physique oblige. Là. Donc, tu sais, on ne peut pas être partout 24 heures dans une journée. En train de donner de la rétroaction immédiate à tout le monde, mais ça, l'IA va pouvoir le faire. Donc, pour un élève, pour son rythme d'apprentissage, en termes de rétroaction, il va vraiment y avoir ici un potentiel incroyable. Et sinon, pour nous, bien, c'est sûr que là, générer du contenu, nous aider finalement à devenir notre assistant pédagogique, que ce soit générer des plans de cours, des présentations, des textes, des vidéos, créer des exercices personnalisés pour les élèves, des plans de cours personnalisés. Donc, encore une fois, pour faire la différenciation, ça va être incroyable, ce plus-là. On va pouvoir gagner tellement de temps dans plusieurs tâches qui nous en prennent énormément, justement. Mais c'est sûr qu'ensuite, il y a encore peut-être un autre piège à cette stratégie. Donc, si l'IA nous fait gagner du temps, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Comment est-ce qu'on va le réinvestir? Puis est-ce que c'est nos élèves qui vont en bénéficier du temps qu'on va avoir gagné? Enfin. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a une posture de leader pédagogique aussi, de poser un regard là-dessus, puis il y a une stratégie à adopter, comme tu dis, pour si on en arrive à cet objectif-là de gagner du temps sur des tâches qui étaient peut-être complexes et ardues et longues, comment on bénéficie, dans le fond, de cet espace-temps là, qui serait dégagé. Mais puis tu vois, quand on discute, parce que l'on pourrait discuter longtemps, je pense, de ce potentiel-là là, en tant que tel, mais
tu sais, les gens qui vont nous écouter vont peut-être dire comme, bon, ben on nage dans le jovialisme tu sais, le jovialisme technologique très positif, il n'y a que des vertus, il n'y a qu'un futur fantastique. Là, on reste justement avec un regard éclairé, on reste avec un regard critique aussi là, face à ce qui se déploie là. Fait que ça, je pense que c'est la stratégie suivante, là, de garder ça en tête. C'est exactement ça. Il faut avoir la contrepartie en tête. Si on veut se préparer adéquatement à enseigner avec l'IA, on ne peut pas passer sous silence le fait que oui, il y a un potentiel, mais il y a aussi énormément de limites. Donc, en effet, c'est sûr qu'il faut mettre ça de l'avant. Ce pourquoi, c'est la troisième stratégie, justement, comme tu l'as mentionné. Puis, ça vient vraiment miser, là, dans le cadre de référence de la compétence numérique, on est en plein dans la pensée critique, Absolument. la culture informationnelle. Donc, oui, autant l'IA propose tellement de belles possibilités pédagogiques, mais il faut penser ce potentiel-là et ces possibilités-là quand même à travers certains filtres d'analyse qui ne sont pas à négliger, qui ne sont pas à contourner du moment où nous, en tant qu'éducateurs, on va utiliser une IA ou même aussi, tu sais, quand nos élèves ou nos étudiants aussi vont se mettre à l'utiliser. Donc, oui, plonger, mais avant de plonger, il faut se faire une tête adéquate. Fait que ça serait quoi? On a ciblé 4 filtres, finalement, à travers lesquels on pourrait réfléchir les différentes limites de l'intelligence artificielle avant d'utiliser un outil, finalement. Le premier, en fait, c'est celui de l'équité. On en parle peut-être peu, mais tout comme tout autre outil d'intelligence, tout autre outil technologique avant elle, les outils d'IA vont avoir un potentiel d'accroître certaines inégalités en termes justement de compétences informationnelles, par exemple, ou en termes de compétences numériques. Donc, une école, un établissement qui ferait le choix d'évacuer complètement l'IA de son école pour X raisons versus l'établissement d'à côté qui déciderait de l'utiliser avec ses élèves afin de développer un regard critique sur l'outil, bien, peut-être que dans quelques années, sur le marché du travail ou dans tout autre domaine dans lesquels ils vont se ramasser, ça va pouvoir provoquer malheureusement des inégalités. Bien, tout comme d'autres technologies, le fait d'avoir accès à un appareil 1 pour 1 versus ne pas y avoir accès, on le sait, ça crée des inégalités. Bien, l'IA, ça va poser un peu le même problème finalement. L'autre filtre à ne pas oublier, bien, c'est certainement celui de la fiabilité, on le sait. ChatGPT, entre autres, tous les outils d'IA qui génèrent du contenu, bien, parfois, il y a des fausses informations qui sont générées. Et il y a aussi il y a un manque de transparence aussi par rapport à l'origine de ces informations-là qui sont, de ce contenu-là qui est produit par l'IA. D'où il vient. Particulièrement documenté rapidement, ça, à l'hiver 2023. Hein, on a eu beaucoup d'infos là-dessus. Puis ça a déjà, puis c'est ça qui est intéressant de voir dans la communauté qui s'est intéressée rapidement, dans le fond, au potentiel, c'est qu'on est venu pas opposer un regard critique. Ce regard critique-là a été partagé. Fait que ça a déjà mis à allumer des voyants lumineux, on pourrait dire, dans le tableau de bord, en disant comme, OK, on ne tombera pas justement dans le jovialisme, ça va tout régler. Au contraire, qu'il faut garder justement ce regard critique-là. Vraiment. Puis le fait aussi, c'est qu'il y a une impression de vérité qui se dégage de ces outils-là également. Là. Quand ils nous produisent des réponses, ils nous produisent du contenu. Parfois, ça a l'air super bien fait, mais quand on regarde un peu plus près, ben c'est là qu'on se rend compte que, justement, il y a peut-être donc des fausses informations, la source n'existe pas, il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui émergent là, en termes de fiabilité, finalement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, bien que d'autres outils utilisent des bases de données sur lesquelles il y a des vraies sources. C'est quand même quelque chose à garder en tête là, avant de plonger dans l'utilisation d'un outil. On a aussi pensé, évidemment, au filtre des billets
qui peuvent être reconduits par certains outils d'IA générative notamment, que ce soit des stéréotypes sexuels, de genre, reliés à l'ethnie, à la religion, peu importe. Ou... classe socio-économique. Oui, c'est ça. Donc, il faut les encore une fois, parce qu'on ne sait pas parfois les outils se basent sur quelle banque de données, où est-ce qu'ils sont allés puiser leur information. Est-ce que cette information-là est représentative de la société dans laquelle on vit? Est-ce qu'elle va être significative pour la personne qui va utiliser l'outil quand on ne sait pas d'où ça vient, l'info, finalement? Donc, toutes sortes de biais peuvent être reconduits par l'IA. Il faut savoir les reconnaître pour éviter de renforcer certains stéréotypes qui pourraient malheureusement être créés par cet outil-là puis circuler dans notre classe ou dans les documents qu'on va donner aux élèves, aux étudiants. C'est clair que c'est un enjeu. Ouais. Puis un dernier aussi, celui de l'enjeu éthique. Tout ce qui est vie privée, surveillance, collecte de données. Parfois, on est vite sur le clic accepter les conditions d'utilisation, mais de plus en plus, les fameux petits caractères, ça va être important de les lire. Je pense récemment au phénomène qu'il y a eu sur les réseaux sociaux de Yearbook AI. Plein de gens ont plongé là-dedans. Donc, on prenait des égo-portraits, envoyait ça à l'intelligence artificielle qui créait une espèce d'album de finissant style années 90. Les gens trouvaient ça bien drôle. Mais finalement, quand on regarde de plus près les conditions d'utilisation de cet outil-là, ben c'est qu'on consentait à donner accès à toutes les photos sur notre téléphone. Ouais. Donc, absolument. Un enjeu éthique ici énorme, mais c'était écrit dans les conditions d'utilisation, mais on ne prend pas nécessairement le temps de les lire non plus. Fait que c'est ça, là, tout l'aspect culture informationnelle, absolument. Pensée critique, là, c'est vraiment venu consolider l'importance de ces dimensions-là. Oui, puis on sait que ces filtres-là que tu nous partages ici, qu'on soit en enseignement supérieur, quand on est dans un milieu d'enseignement, mais avec des adultes majeurs, c'est une chose. Il y a plein d'éléments que tu as pointés. Mais évidemment, quand on est au secteur de l'éducation avec des mineurs, bien là, d'autant plus. C'est ça, là, c'est vraiment des éléments à garder en tête de façon importante. Puis ça aussi, ça va évoluer beaucoup. On devine qu'il y aura peut-être de la réglementation, tout ça. Fait que ça, je vois là un potentiel de mise à jour constante aussi là-dessus. C'est pas parce qu'on s'y en est intéressé une fois avec une stratégie développée autour de ce regard critique que c'est réglé, qu'on fait check puis on passe. Non, il y a un processus dans le fond, là, un continuum qui va se déployer dans le temps. La stratégie numéro 4 est intéressante parce qu'on parle de mesurer l'impact de l'IA sur les pratiques pédagogiques. Fait que c'est de dire que du moment où on passe à l'action, ça serait bien de voir est-ce que ça répond aux objectifs qu'on s'était fixés? Est-ce que ça va dans le même sens que les orientations? Est-ce que ça a vraiment comme une plus-value ou on a juste fait du wow? Oui, en effet. Puis est-ce que l'arrivée, l'émergence de l'IA est venue vraiment provoquer des nouveaux changements dans notre pratique? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que je dois changer dans ma pratique comme enseignant, comme enseignante, ou c'est peut-être venu renforcer des choses? Je pense, par exemple, au fameux exemple de faire écrire un texte à nos élèves le soir à la maison, au niveau secondaire, par exemple. Bien, là, c'est sûr qu'on ne peut pas détecter l'intervention ou non de l'intelligence artificielle avec des logiciels quelconques. Et si l'élève a le moindrement de stratégie pour camoufler son utilisation de l'IA, bien, on ne pourra pas le détecter nécessairement. Bon, on connaît sa compétence, etc., mais quand même. Donc, sachant qu'on n'a pas ces outils-là, on va devoir repenser, bien, l'arrivée de l'IA, qu'est-ce que ça vient changer finalement dans ma pratique concrètement? Est-ce que c'est mes tâches qui doivent changer littéralement? Est-ce que c'est les paramètres de réalisation des tâches? Est-ce que je dois proposer des nouvelles choses ou modifier ce que je proposais à mes élèves comme expérience d'apprentissage et comme expérience d'évaluation aussi? Parce que c'est ce que j'allais dire. Ultimement, ça l'évaluation. Est-ce que j'évalue comme enseignant les mêmes choses? Exact. Et comment? Donc, est-ce qu'on veut aller du côté comment faire pour s'assurer, comment faire pour s'assurer que ce que l'élève me produit, ça vienne de lui parce que je veux évaluer sa compétence. Ouais. C'est ce que je souhaite.
Mais donc d'y aller par un retour papier et crayon pour essayer de garantir le plus possible qu'il n'y a pas l'intervention de l'intelligence artificielle. Donc oui, on vient se garantir peut-être de l'authenticité du produit, mais on passe peut-être à côté d'une occasion d'apprentissage, par exemple, par rapport à l'utilisation de cet outil-là. Fait que finalement, ce qu'on propose avec cette stratégie-là, c'est que les profs, les équipes s'assoient et se demandent, bien, c'est quoi les pratiques que l'IA est venue renforcer ou provoquer? C'est quoi les changements de pratiques, en fait, que ça vient renforcer ou provoquer? Et de se mettre aussi en mode solution. Donc, si je veux garantir que mes élèves puissent l'utiliser, mais en utilisant leur pensée critique, quel genre de tâches est-ce que je vais proposer? Quels paramètres je vais devoir mettre en place pour que ça se fasse bien? Puis, à ce sujet-là, bien, on a réutilisé une taxonomie que vous aviez publiée là, sur Cadre 21. Tout ça nous propulse dans la dernière stratégie, c'est-à-dire que au final, parce que c'est pas nécessairement linéaire, hein, les 5 stratégies, là, on dit la numéro 5, mais c'est pas nécessairement la numéro 5 en termes nécessairement d'étapes à suivre. Mais c'est une stratégie à garder en tête, c'est qu'il faut peut-être planifier ces expériences concrètes-là. Puis autant qu'on soit comme les profs ensemble ou le prof avec ses élèves, avec ses étudiants, de les planifier, de les réfléchir pour pouvoir justement en arriver avec du concret, là, que ça ne reste pas comme quelque chose de... j'allais dire virtuel, ça se place pas bien dans le contexte-là. Mais c'est ça, finalement, c'est l'aboutissement de toute la réflexion préalable qu'il y a eu, si on veut le voir dans une perspective linéaire, mais comme tu dis, on pourrait aussi choisir d'éclater l'ordre qui est proposé. Mais donc après, tu sais, ça va être doté d'une compréhension commune. Mm-hmm. Après avoir compris c'est quoi le potentiel de l'IA, mais aussi ses limites, puis après avoir mesuré l'impact que ça a sur ma pratique, bien peut-être que là, je suis prête à plonger puis à vivre une expérience main sur les touches avec l'intelligence artificielle, parce que c'est bien beau d'en parler, de se faire une tête, mais pour que l'expérience soit complète, il faut aussi l'utiliser, tester. Oui, puis cette stratégie-là nous rappelle que si on parle de planifier, c'est pas nécessairement improvisé. C'est réfléchi en amont. Réfléchi, oui. Il faut que ça réponde à un besoin. Donc, on veut l'expérimenter. On le sait là, que la littératie numérique, ça se développe à l'aide d'expériences main sur les touches. Donc, quelles sont ces expériences-là qu'on va vouloir vivre en tant qu'enseignant, enseignante, en tant qu'équipe, en tant que directeur, en tant que CP? Il faut que ça réponde à nos besoins. Donc, nous, est-ce qu'on a un besoin, par exemple, de mieux comprendre comment formuler des requêtes à une intelligence artificielle parce qu'on trouve que les derniers tests qu'on a faits, on n'était pas très satisfait de ce que ça nous produisait? Bien, peut-être aussi c'est parce que notre fameux prompt n'était pas adéquat. Donc, peut-être qu'on veut se pratiquer à faire des bons prompts, se créer un guide entre nous. Ça pourrait être un exemple d'expérience main sur les touches qui répond à un besoin. Sinon, bien évidemment, là, tout ce qui serait une initiation à la génération de contenu. Donc, on le sait que ChatGPT peut nous générer des textes. Est-ce qu'on l'a essayé? Quel genre de texte on voudrait que ça nous produise? Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Donc, il y a toutes sortes de tests à faire pour répondre aux besoins qu'on a. Donc, que ce soit en texte, je ne sais pas, faire un quiz à notre place, voir est-ce que ça peut être une base de laquelle s'inspirer, faire une présentation, un plan de cours, des exercices personnalisés. Il y a tellement d'outils d'IA qui circulent en ce moment qui peuvent générer du contenu. Prenons un moment pour s'asseoir puis les tester, puis on va voir lesquels on trouve les plus adéquats finalement. Puis tu vois, c'est ça, là, on termine sur cette espèce d'interrelation entre ces 5 stratégies-là, puis qui vont être quasiment itératives, qui vont continuer dans le temps. Mm-hmm. Tu vois, depuis le moment que je suis entré dans la salle où est-ce que tu es en train de travailler avec Philippe sur cette planification de votre présentation,
vous l'avez travaillé, vous l'avez réarrangé, vous l'avez modulé à l'égard d'être capable de le présenter de façon efficace à 200 personnes dans une salle, dans un colloque. Finalement, je t'ai proposé de dire comme, hey, mais votre squelette, dans le fond de préparation, on pourrait en générer un texte, dans le fond, suivi qui pourrait être publié, puis c'est quelque chose qu'on a fait. Puis on s'est lancé à dire comme, OK, si on utilise ChatGPT pour prendre un squelette, dans le fond, d'une présentation, puis de le transposer dans un texte suivi, qu'est-ce que ça peut donner? Encore là, on expérimente l'art du prompt, on voit le potentiel de ce qu'il y en est. On pose un regard critique en disant comme « Ah, ouais, mais ça, c'est pas exactement la tournure. Ah, ça, c'est pas comme ça qu'on l'aurait formulé. » Fait que finalement, la version finale de ce texte-là qui sera publié, puis qu'il y aura peut-être d'autres itérations aussi dans le futur, elle a bénéficié de notre regard critique, elle a été remanipulée, puis ça ressemble pas du tout, dans le fond. Complètement. Repenser, bonifier, modifier, puis c'est correct. Au final, ça, c'est une utilisation intéressante de l'IA. On n'était pas satisfait des premières réponses. On a passé par la stratégie de OK, bien, on va peut-être essayer d'améliorer nos prompts. Toujours pas complètement satisfait. Donc, finalement, bien, on a utilisé notre propre... Oui, puis on a fait de l'écriture collaborative, dans le fond. À quatre mains. C'est ça, oui, exact. Là, puis via le numérique, mais pas nécessairement avec l'intelligence artificielle dans cette tâche-là. Fait qu'elle est venue à quelque part dans le processus. Je l'ai ramené quand j'ai eu en tête de dire comme, hey, on pourrait faire une discussion balado ensemble là-dessus. Fait que j'ai repris le texte, je l'ai remis dans ChatGPT et là, j'ai essayé de fignoler mon art de la requête à ChatGPT en lui disant comme, bon, OK, bien, si tu es un animateur d'un balado. L'intention du balado, c'est de répondre à la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence artificielle en éducation? » J'ai mis quelques paramètres, dans le fond, dedans. J'ai fait le copier-coller du texte. Là, je me suis aperçu que ça ne donnait pas le résultat que je voulais au début. Fait que là, j'ai dit comme « Attends un peu. Résume les stratégies. » Puis après ça, comme propose-moi des questions que je pourrais poser à mon invité à partir de ce résumé-là. Là, on était déjà plus proche. Puis tu vois, finalement... est-ce que c'est un bon animateur de balado, ChatGPT? Ou... Ben oui, c'est peut-être un peu convenu, dans le fond. Là, je vois dans la structure qui m'était proposée, puis la discussion qu'on a depuis une trentaine de minutes maintenant ne correspond pas nécessairement à, dans le fond, le continuum qui me proposait de questions. Mais... dans ce petit témoignage-là de mon expérience pour préparer cette discussion-là que j'adore. Puis c'est vraiment le fun parce que finalement, on est retourné dans le résumé pour discuter ensemble. Et moi, tout ce processus-là, en me disant comme, ben finalement, je n'ai pas utilisé spécifiquement, je ne t'ai pas posé des questions, en gros. Là, je ne t'ai pas posé des questions qui sont sur ma feuille en ce moment. Mais... mon intention de discussion a énormément évolué sur « OK, j'ai une idée, j'aimerais discuter avec Amélie de tout ce processus-là. » Là, j'ai retrouvé dans ce cas-ci, c'est ChatGPT. En la testant auprès de l'outil. La nature de l'assistant. Comme avec quelqu'un avec qui je pouvais réfléchir, ben là, parce que là, je l'ai réfléchi comme un soir, j'ai fait quelques tests comme ça, puis là, il m'a vraiment servi comme assistant. Donc, il n'a pas remplacé, dans le fond, entièrement. Il ne m'a pas donné le produit, puis ce n'était pas nécessairement ça que je recherchais, mais clairement, il m'a aidé à réfléchir sur mon intention. Puis, moi, c'est ça que je me suis dit, puis je me suis dit qu'on pouvait quand même un peu finir... en modélisant un peu là, comme contenu-contenant avec cette intelligence artificielle générative, que cette notion d'assistant n'est pas à négliger, mais que c'est en le testant, dans le fond, qu'on va le savoir. Puis là, de votre côté, vous commencez à être interpellé comme CP à aller comme donner des ateliers dans des écoles, à peut-être animer dans d'autres événements. Fait que c'est donc dire que tout ça va avoir d'autres itérations futures, va évoluer dans le temps aussi. Oui, on le souhaite. Hein? Ça fait partie de nos stratégies. Il faudrait l'incarner nous-mêmes aussi, puis pas garder toujours les mêmes dans le même mode pour tout le monde, pour tous les milieux. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est justement, plus on va le présenter à des écoles, on va le présenter en créa-camp aussi, à différents ordres, au primaire, au secondaire, peut-être même, et plus encore. Oui, je suis sûr qu'il y aurait un intérêt interordre du côté de l'enseignement supérieur à ces réflexions-là. Que ce soit sous forme d'articles ou sous forme de conférences, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est comment les milieux vont s'approprier ces stratégies-là, comment ils vont décider de les déployer
en tant qu'équipe, finalement. Puis ça va vraiment laisser place à la créativité des milieux selon leurs moyens. Puis ça va être vraiment intéressant à voir. Bien, ce que ça nous dit, ça, Amélie, c'est qu'il faut se redonner rendez-vous peut-être dans 1 an pour voir si on peut ramasser des témoignages de milieux qui ont commencé à mettre en œuvre, qui ont été inspirés par ces stratégies-là, puis qui les ont contextualisées dans leur milieu, qui sont passés à l'action. Fait que ça pourrait être la nature d'une discussion. On se donne rendez-vous dans 1 an. Là. L'automne 2024, on se rejase de tout ça pour voir le chemin qui a été parcouru, les développements qu'il y a eu, puis les expérimentations qui ont été faites, puis les belles réussites, puis les écueils qui ont été rencontrés, parce qu'on défriche. Hein, on s'en va dans un monde un petit peu inconnu. Ça va être intéressant de voir le chemin qu'on va parcourir. Oui, je serai au rendez-vous. Super. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. À bientôt. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence artificielle? Cette discussion avec Amélie m'a rappelé une fois de plus l'importance d'adopter une posture d'action réflexive dans ce contexte numérique en ébullition. Je vous rappelle donc ici les 5 stratégies proposées pour favoriser l'agentivité en matière d'intégration de l'intelligence artificielle dans son milieu. Développer une compréhension commune de l'IA, reconnaître le potentiel pédagogique de l'IA, poser un regard critique sur l'IA, mesurer l'impact de l'IA sur les pratiques pédagogiques et planifier des expériences concrètes d'utilisation de l'IA. Je vous invite, comme nous au Cadre 21, à demeurer en mode veille active sur les développements de l'intelligence artificielle. On poursuivra certainement la conversation à ce sujet avec d'autres actrices et acteurs de l'éducation en 2024. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!